Le 20 octobre 2011, une vidéo floue circule sur les réseaux sociaux. On y voit un homme en sang traîné dans une rue par une foule en colère. Quelques heures plus tard, sa mort est confirmée. Mouammar Kadhafi, dirigeant de la Libye depuis 42 ans, vient d'être lynché à Sirte, sa ville natale. Le président américain Barack Obama déclare que la Libye peut maintenant construire sa démocratie. La présidente du Conseil européen exprime sa satisfaction. Nicolas Sarkozy, qui a lancé l'intervention militaire de l'OTAN, est à Paris. Aujourd'hui, en 2026, la Libye est un État qui n'existe plus vraiment. 2 gouvernements rivaux se disputent le territoire. Au moins 3 armées opèrent sur le sol libyen. Des mercenaires russes, turcs, émiratis, soudanais contrôlant des portions du pays. Des centaines de milliers de migrants africains sont détenus, vendus, torturés dans des centres qui ressemblent à des camps d'esclaves. Voici ce qui s'est passé, et ce que ça dit du monde dans lequel nous vivons. Pour comprendre l'effondrement de la Libye, il faut comprendre ce qu'était la Libye sous Kadhafi. Ce n'était pas une démocratie, c'était une dictature. Mais c'était une dictature particulière, avec des caractéristiques que l'Occident préférait ignorer. La Libye avait le revenu par habitant le plus élevé d'Afrique. L'éducation était gratuite, du primaire à l'université. Les soins médicaux étaient gratuits. Le logement était subventionné. L'électricité était quasi gratuite. Le gouvernement versait une allocation à chaque famille à la naissance d'un enfant. Kadhafi avait aussi un projet qui terrifiait les puissances occidentales et arabes, l'or africain. Il voulait créer une monnaie africaine basée sur l'or, le dinar or africain, pour remplacer le dollar et le franc CFA dans les échanges du continent. En 2010, des câbles diplomatiques américains, révélés par Wikileaks, montrent que Washington suivait de près le projet de Kadhafi. La France, qui contrôle le franc CFA et exporte massivement vers l'Afrique, était particulièrement inquiète. Quand le printemps arabe arrive en 2011 et que des manifestations éclatent en Libye, la décision d'intervenir militairement est prise en quelques semaines. Le 19 mars 2011, les premiers missiles français frappent les blindés de Kadhafi. La résolution 1973 du Conseil de sécurité de l'ONU autorisait une zone d'exclusion aérienne pour protéger les civils. Elle est utilisée pour mener une guerre offensive complète. En 7 mois, l'OTAN effectue 26 000 sorties aériennes. Les forces de Kadhafi s'effondrent. Le régime tombe. Et alors commence le vrai problème. Personne n'avait planifié l'après. L'OTAN est partie. Les ambassades ont fermé. Les milices qui avaient combattu Kadhafi se sont retournées les unes contre les autres. Le pays disposait d'énormes stocks d'armes, des années d'achats par Kadhafi à l'Occident et à la Russie. Ces armes se sont dispersées dans tout le Sahel, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au Nigeria. Aujourd'hui, la carte de la Libye ressemble à un échiquier de puissances étrangères. À l'ouest, Tripoli et le gouvernement d'union nationale, soutenu par la Turquie, qui a envoyé des drones Bayraktar et des milliers de mercenaires syriens. À l'est, Benghazi et le maréchal Haftar, soutenu par la Russie via Wagner, par les Émirats arabes unis, par l'Égypte. La France soutient officieusement Haftar, tout en reconnaissant officiellement le gouvernement de Tripoli. Les États-Unis font pareil. Chaque puissance joue les 2 camps pour garder un pied dans chaque scénario. Et au milieu de ce chaos géopolitique, il y a les migrants. Des centaines de milliers de personnes originaires d'Afrique subsaharienne, du Nigeria, du Mali, du Sénégal, de Guinée, d'Éthiopie, qui traversent la Libye pour tenter de rejoindre l'Europe. Ils tombent entre les mains de milices qui les revendent, les torturent, les retiennent contre rançon. Des vidéos filmées en 2017 montraient des marchés aux esclaves en plein air à Zaouïa. L'ONU a confirmé. Le monde a regardé. Rien ne changeait. Le pétrole libyen, lui, coule toujours. Environ 1,2 million de barils par jour en 2024. Les revenus vont quelque part. Pas aux Libyens ordinaires, dont beaucoup vivent avec des coupures d'électricité de 12 heures par jour dans un pays qui nageait dans le pétrole. Les compagnies occidentales, Total, Eni, BP, ont repris leurs opérations pétrolières quelques mois après la chute de Kadhafi. Elles perdent des droits d'exploitation aux 2 gouvernements rivaux selon où se trouve leur puits.
Business as usual. Revenons à la question centrale. Pourquoi la Libye s'est-elle effondrée quand d'autres États arabes ont survécu au printemps arabe ? 3 raisons. Premièrement, Kadhafi avait détruit toutes les institutions. Il n'y avait pas d'armée nationale professionnelle, pas de parti politique structuré, pas de société civile organisée. Juste lui, ses tribus alliées et des milices. Quand le centre disparaît, tout part en morceaux. Deuxièmement, la Libye a des frontières impossibles à contrôler. 4000 km de désert avec le Niger, le Tchad, le Soudan, l'Algérie, la Tunisie. Une fois le pays déstabilisé, les armes et les hommes coulent dans toutes les directions. Troisièmement, trop de puissance avait intérêt à une Libye faible plutôt qu'à une Libye forte. Et c'est ici que Rise Africa Roots pose sa question. Qu'est-ce que l'Afrique peut apprendre de la destruction de la Libye ? Première leçon, un État riche en ressources sans institutions solides est une cible, pas une forteresse. Kadhafi avait de l'argent, mais pas d'État. Le jour où il est tombé, il n'y avait rien derrière lui. Aucune institution capable de reprendre le pays. Des dizaines d'États africains sont dans la même situation. Deuxième leçon, les interventions extérieures ne construisent pas des nations. Elles peuvent détruire des régimes. Mais ce qui vient après est toujours le problème du peuple local, et les intervenants partent avant que le chaos commence vraiment. Troisième leçon, et c'est la plus importante, les projets d'autonomie africaine sont dangereux pour l'ordre établi. Le dinar or africain de Kadhafi était peut-être utopique, mais l'idée d'une Afrique qui contrôle sa propre monnaie, ses propres échanges, ses propres ressources, cette idée dérange. Elle a toujours dérangé. La Libye n'est pas un accident, c'est un manuel. Un manuel sur ce qui arrive quand un pays africain riche en ressources tente de jouer sa propre partition et menace les intérêts de puissance qui ont les moyens militaires de l'en empêcher. Le Mali a chassé la France, le Niger aussi, le Burkina Faso aussi. Ce sont des décisions souveraines. Mais la question que personne ne pose assez fort est la suivante. Ces pays ont-ils un projet économique propre pour remplacer ce qu'ils ont rejeté ? Ou vont-ils juste changer de tuteur ? La Libye de 2026 est le miroir dans lequel l'Afrique devrait se regarder. Non pas pour avoir peur, mais pour comprendre que la souveraineté ne se décrète pas. Elle se construit institution par institution, décennie par décennie. Ce que Kadhafi a raté, ce n'est pas d'avoir voulu l'indépendance africaine, c'est d'avoir cru qu'un homme pouvait remplacer un État. L'Afrique a besoin d'États, pas de sauveurs.